Donc bonsoir à tous, bienvenue au MySSA Club. On est ravis de vous accueillir ce soir pour une nouvelle conférence en partenariat avec La Ruche qui dit oui, pour apprendre à vivre mieux avec moins et faire du vide dans vos placards. J'en profite pour vous parler de la programmation. Vous pouvez retrouver toute la programmation dans les programmes qui ont été déposés, que vous avez en main, sur vos chaises. Et on accueillera notamment à la fin du mois Julien Vidal dans le cadre de la sortie de son nouveau livre pour une conférence. Et le prochain rendez-vous avec La Ruche qui dit oui, ça sera le 10 décembre où on donnera la parole à des chefs cuisiniers qui ont décidé de s'engager pour une cuisine plus responsable pour notre planète et pour notre environnement. J'espère que vous apprécierez cette conférence. Dans tous les cas, si vous avez des questions sur le Maïf Social Club, la programmation, on est en bas à la fin pour répondre à toutes vos questions. Et je vous souhaite une belle soirée, une belle conférence. Et je laisse la parole à nos invités et à Hélène. Merci, bonsoir. Donc ce soir, on va parler un petit peu ménage dans les placards, voir un peu comment on peut s'alléger au niveau matériel pour retrouver peut-être une espèce de légèreté en dehors de la consommation. Il y a pas mal d'études qui sortent en ce moment sur le fait que les gens vont de moins en moins au supermarché, que les gens se posent la question de cette consommation effrénée dans une planète qui a des ressources limitées. Et donc ce soir, on va discuter un petit peu de tout ça avec trois angles différents, avec donc Emmanuel Vibert, qui est journaliste et qui a écrit notamment un guide Mon défi rien de neuf, donc pour voir comment on pouvait se passer d'acheter des choses neuves. Jennifer Murzo, qui a expérimenté la vie dans les bois, donc plutôt en mode survivaliste, on en parlera tout à l'heure, et qui a aussi écrit un livre, La vie dans les bois. Et puis nous avons Vincent Dupin, qui est fondateur de Into the Tribe, qui est spécialiste de la détox digitale. Donc on parlera aussi de cet aspect-là. Voilà, donc détox digital, mais on est quand même en Facebook Live, donc il y a aussi des gens qui nous regardent de chez eux et qui pourront aussi envoyer leurs questions. Donc en gros, le principe, là, on va discuter avec les intervenants pendant à peu près 3 quarts d'heure, et puis ensuite on vous passera la parole, et à la fin de la conférence, on pourra se retrouver en bas, où Emmanuel et Jennifer, notamment, ont amené leur livre qu'elles pourront vous dédicacer. Voilà, ça vous va ? C'est parti. Donc on va commencer avec Emmanuel, voilà, qui est spécialiste de la consommation responsable depuis déjà un paquet d'années et presque maintenant de la non-consommation. Donc voilà, vous avez écrit le livre Mon défi rien de neuf. Alors je la vous vois, on se connaît très bien, c'est hyper bizarre, mais on va essayer de faire comme ça. Bon, peut-être qu'on va pas y arriver. Je promets pas d'y arriver. C'est pour ça qu'on souriait Voilà. comme ça un peu bêtement toutes les deux. Bon, sinon je te tutoie, puis voilà. Bon, voilà. Allez, on se connaît, voilà, pas de chichi entre nous, on va se tutoyer, ça va être plus simple. Donc voilà, Emmanuel, tu as écrit ce livre, Mon défi rien de neuf, qui en fait fait suite à une initiative lancée par le mouvement Zero Waste, qui a été lancé en janvier 2019. De quoi il s'agit en fait ? Oui, ça date même d'avant janvier 2019, ça a 2 ans maintenant, le défi rien de neuf. L'association Zero Waste France, c'est une association qui milite pour la réduction des déchets à plein de niveaux différents. Ils travaillent auprès d'entreprises, auprès des pouvoirs publics, ils font du lobbying, enfin ce qu'on appelle le plaidoyer aussi pour influencer les lois dans le bon sens. Et ils ont un travail auprès du grand public. Alors ils ont évidemment fait beaucoup de choses sur le zéro déchet, qui a pris de l'ampleur ces dernières années. Mais à un moment, ils ont eu envie de sensibiliser le grand public sur l'impact des produits qu'on achète, hors consommables, c'est-à-dire en dehors de l'alimentation et des cosmétiques, tout au long de leur vie. Et de montrer, de raconter, quand on achète ce qu'il y a derrière une machine à laver, depuis l'extraction des ressources qui vont servir à sa fabrication, jusqu'à sa fin de vie, en passant par son usage.
Et à ce moment-là, on passe d'une machine à laver de 10 kilos à une machine à laver qui pèse plusieurs centaines de kilos parce qu'il a fallu extraire des tonnes de terre pour récupérer des minerais. Enfin bon, je vous passe les détails, mais vous commencez à imaginer. Donc c'était ça l'idée à la base du défi Rien de Neuf. Et donc pour sensibiliser le public à ça, ils se sont dit on va lancer un défi Rien de Neuf, c'est-à-dire pendant un an, inviter les participants au défi à ne rien acheter de neuf et à aller explorer toutes les alternatives. Voilà, le Donc, défi Rien de voilà. Neuf. Donc, en fait, le défi Rien Neuf, on s'inscrit en ligne. Voilà comment ça fonctionne si on a Oui, envie de le parce rejoindre que et puis comment on oui, est aidé dans cette initiative, quoi. c'est ça. L'idée au-delà de ça, c'était évidemment d'alerter le public là-dessus. Aussi, c'était de réunir les gens pour qu'ils aient une voix ensemble qui porte et pour peser auprès des pouvoirs publics pour leur dire oh et coucou, on veut des produits plus durables que cela et qui ont un impact sur l'environnement tout au long de leur vie, tout au long de leur vie, plus faible. Donc le défi Rien de Neuf, c'est super important si vous voulez vous joindre à cette aventure-là, de s'inscrire sur le site pour faire nombre. Il y a eu beaucoup de débats ces derniers temps sur l'utilité des gestes individuels. Est-ce que vraiment ça vaut le coup qu'on y aille parce qu'il y a aussi les entreprises, il y a aussi les pouvoirs publics, enfin la loi, etc., qui ont leur responsabilité dans tout ce qu'il y a à faire. Et je pense qu'une réponse importante à ce débat-là, c'est faisons nombre, montrons qu'on est très nombreux à faire tous ces gestes individuels ensemble et ils seront encore plus efficaces au-delà des ressources que chacun on réussit à économiser en rentrant dans des défis comme celui-là ou en faisant toutes sortes d'autres gestes quotidiens, écologiques, individuels. C'est voilà, réunissons-nous, faisons de ça une démarche collective finalement. Donc on s'inscrit sur le site Défi Rien de Neuf et on peut aussi participer au groupe Facebook qui est super bien. Voilà, on se sent moins seul et en fait, quand on décide de non acheter quelque chose, en fait, on va le déclarer sur le site. Enfin, c'est très bien fait, en fait, c'est assez ludique et on reçoit aussi un petit livret qui donne plein d'informations et on peut aussi se retrouver avec des gens qui sont dans la même situation que nous pour échanger un peu comme les alcooliques anonymes, mais là, ça serait les non-consommateurs anonymes. Voilà. C'est ça. Alors sur le site internet Défi Rien de Neuf, il y a en effet toute une base de données qui a été conçue par l'ADEME. Il y a une grosse étude de l'ADEME qui est sortie l'année dernière, qui a calculé produit par produit, vraiment, c'est un énorme boulot, tout l'impact qu'ils peuvent avoir au niveau des ressources, au niveau du CO2, etc. Et sur le site internet, en effet, on peut calculer quand on évite d'acheter, si on reprend l'exemple de la machine à laver, combien de ressources on a économisé. Donc c'est assez motivant de voir ça. Et en effet, le groupe Facebook, il est super parce que les gens s'encouragent, se donnent des tuyaux, des adresses, voilà, montrent leur réalisation. Donc c'est vraiment un groupe Facebook très très chouette. Alors, dans ton livre, Emmanuel, tu parles de plein de choses, hein, enfin de l'aménagement, et tu parles notamment des vêtements à un moment donné. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le poids d'un jean sur la planète? Est-ce que qu'un exemple qui pourrait quand même nous éclairer? Oui, parce que dans le livre, en fait, je commence chaque chapitre thématique en donnant un exemple et en développant tout son impact. Et sur le jean, il y a des chiffres. Un des chiffres très connus sur le jean, c'est que pour fabriquer un jean et faire voyager toutes les matières premières qu'on a eu besoin, dont on a eu besoin pour sa fabrication, et si on fait aussi le voyage qu'il a parcouru d'une usine à l'autre pour le tissage, la fabrication, la teinture, le sablage, etc. Un seul jean parcourt 65 000 km. Donc ça donne un petit aperçu de cette folie complète dans laquelle on est. Et il faut, alors les chiffres varient, mais plusieurs milliers de litres d'eau pour un seul jean aussi. Et puis un jean, c'est voilà, c'est ce que je vous disais, il va être alors il y a le coton, la culture du coton conventionnel,
qui réclame énormément de pesticides, énormément d'eau. Ensuite, on va le tisser à un endroit. Je ne sais plus exactement où ça se passe, l'essentiel du tissage, mais bon, après, on va le fabriquer essentiellement en Asie et le teindre, enfin le coudre. Il va être envoyé ailleurs pour être sablé. On va aller chercher les rivets dans un autre endroit. Il y a du polyester qui est polluant aussi, l'élastane souvent pour le rendre plus souple. Voilà, donc c'est un vêtement qui incarne très bien la folie douce dans laquelle on est pour fabriquer un seul objet comme ça. Alors, il y a un autre chiffre aussi, moi, qui m'a pas mal choquée. J'ai pas fait le compte chez moi, mais je me suis dit non, c'est sûr, je suis bien en dessous. C'est qu'on compte 99 équipements électriques, électroniques par foyer. Fou, non? Et voilà, bon, moi, Ouais, je un suis chiffre. pas allée vérifier chez tout le monde, mais en effet, et je pense que ça va très très vite si on compte tout notre électroménager, les gaufriers, les choses comme ça qu'on entasse. On garde énormément de smartphones aussi et de téléphones portables anciens dans nos tiroirs, de prises, de machins, tout ça. D'appareils photo qui marchent plus. Évidemment, tout ça explose depuis qu'on est passé à l'ère de la high-tech et les vieux ordinateurs, les jouets des enfants électroniques. Enfin, oui, je pense que ça va très vite en fait. Et alors comment, puisque là, le constat, voilà, on a des jeans qui font 3 fois le tour de la planète, beaucoup d'appareils. Comment on fait pour faire le tri? Enfin, comment on fait pour se débarrasser de ces objets-là ou de les donner? Enfin, qu'est-ce que vous avez pu recenser comme initiative intéressante dans le livre Alors, qu'on pourrait partager? dans le livre, on n'est pas allé sur ça, hein, parce qu'on est plutôt en amont sur comment on fait pour ne pas acheter ça. Voilà, ça, on donne des chiffres à chaque fois. Enfin, je donne des chiffres à chaque fois pour montrer l'ampleur de la tâche. Faire un constat. Après, on n'est pas allé là-dedans. Bon, ceci dit, pour les déchets électroniques et tout ce qui est électronique et électrique, il y a une filière qui s'appelle Écosystème qui est vraiment très bien faite là-dessus, où il y a énormément d'infos sur leur site sur qu'est-ce qu'on peut faire et où est-ce qu'on peut recycler ou donner une deuxième vie comment donner une deuxième vie à ces déchets électroniques ou son électroménager. Ça dépend s'il marche ou pas. S'il marche, il y a des filières de récupération comme Emmaüs ou bien d'autres. Et si ils marchent pas, si on peut plus et qu'on ne peut pas les réparer, à ce moment-là, on va les mettre dans des filières de recyclage. Alors ça, c'est super important. On parlait des téléphones portables qui dorment dans nos tiroirs. Il y a de l'or, notamment, dans les téléphones portables, mais beaucoup en fait dans les circuits. Et c'est une ressource absolument inexploitée. C'est qu'un exemple. Il y a d'autres métaux, on n'arrive pas encore à tout recycler. Il y a les fameuses terres rares aussi, dont on parle de plus en plus, parce que c'est hyper critique. Ça pose plein de problèmes géopolitiques. Donc, si on les met dans des filières de recyclage, on a une chance quand même pour que tout ça soit récupéré et une deuxième vie. Voilà, c'est des ressources. Il faut vraiment regarder ces déchets comme des ressources. Et alors, si donc, admettons qu'on ait fait le tri, en tout cas, pour rentrer vraiment dans la thématique de ne rien acheter de neuf, toi, tu as parcouru pas mal d'initiatives. Lesquelles tu aurais envie de mettre en avant, en fait, des choses que tu as pu voir parmi les recycleries, les Fab Labs, est-ce qu'il y a des choses vraiment où tu te dis, ça, c'est un bon plan, quoi? Alors, je crois que ce qui est intéressant, c'est l'effervescence actuelle, en fait. C'est qu'il n'y a pas un bon plan, c'est que tout ça, tous ces nouveaux, c'est des nouveaux modes de consommation, en fait, qui sont en train d'exploser. Tu parlais de ressourcerie. Je crois que tu as prononcé ce mot-là. C'est un mot qu'on ne connaissait pas il y a 5 ans. Maintenant, il y en a partout. Les ateliers de réparation aussi, tout ça, c'est nouveau. Emmaüs est en train, et il y a évidemment aussi plein de nouveaux usages liés au numérique.
ou des sites sur Internet, on peut acheter du seconde main en vêtements. Ça, c'est un marché qui explose totalement. Je ne citerai pas de nom parce que vous les connaissez tous, d'applis, je suis sûre. On peut les citer, hein. Oui, Ouais. non, on peut citer Vinted parce que c'est l'appli qui explose, mais en fait, j'avais pas envie de le dire parce que elle est... Non, mais c'est pas celle dont j'avais envie de vous parler le plus parce qu'elle n'est pas très transparente, celle-là. Elle n'est pas française, ils payent pas leurs impôts en France, on sait pas, ils communiquent, enfin, voilà, on sait pas trop. En revanche, ceci dit, il y en a d'autres, hein, Vestiaire Collective, Le Bon Coin vient de racheter un autre. Le Bon Coin est un des acteurs principaux aussi du marché du seconde main pour les vêtements, entre autres. Mais évidemment pour tout le reste. Hein. Mais là, je parlais de voilà. Donc Le Bon Coin aussi, qui est devenu une institution publique. Qu'est-ce que c'était la question? C'était qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Donc ça, c'est les grosses tendances, si vous voulez, qui sont nouvelles, vraiment, qui ont. Je veux dire, tout ça n'existait pas il y a quelques années. C'est dingue. Complètement dingue. Après, il y a des petites initiatives. Donc, il y a un espèce de foisonnement comme ça qui fait que ces nouveaux usages de la réparation, du don, de l'achat du seconde main sont quand même plus faciles qu'avant. Il y a tous les trucs traditionnels, les brocantes, de magnifiques entreprises comme entreprises ou associations comme Envie ou Emmaüs qui trouvent encore plus de sens aujourd'hui dans leur activité. Et dans les initiatives récentes que je trouve passionnantes, je pourrais vous citer Atelier Soudé à Lyon, qui est un atelier de réparation dédié à l'électronique. L'électronique, c'est vraiment le secteur qui monte, où on s'aperçoit que nos habitudes de consommation ont des conséquences dingues. Enfin, je veux dire, on a vécu ça ensemble, les prises de conscience successives sur la consommation et l'impact de nos consommations. Je pense que les prises de conscience, elles ont commencé avec l'alimentation. Les vêtements, c'est venu un peu après, voilà. Et maintenant, on est en train de s'apercevoir que, waouh, ce qu'on est en train de faire avec le numérique, c'est dingue, c'est explosif. Donc, il y a une urgence à changer nos habitudes là-dessus. Et c'est beaucoup plus difficile que sur le reste, parce que c'est des objets techniques compliqués. Et Atelier Soudé à Lyon, donc les réparer, par exemple, c'est plus difficile que d'apprendre à coudre ou à cuisiner, enfin... mais c'est possible et donc Atelier Soudé, ils organisent des ateliers où ceux qui savent vont apprendre aux autres. Enfin, c'est basé sur l'entraide comme sur les Repair Café. Ils ont aussi des comment ça s'appelle, des pièces détachées mises à disposition à prix libre, enfin qui sont vendues mais à prix libre, alors que sur Internet maintenant des pièces détachées pour réparer son smartphone ou son ordinateur ou sa tablette, on en trouve vraiment plein, c'est un vrai marché, mais ça coûte cher en général, c'est bon, voilà. Donc ça, vraiment, eux, ils ont, je sais plus, 1 ou 2 ans, et la dernière fois que j'ai parlé avec eux, ils me disaient qu'ils recevaient plein de coups de fil, presque tous les jours, de gens qui voulaient faire la même chose ailleurs. Et moi, je trouve qu'il faudrait qu'il y en ait autant des ateliers comme ça que de postes ou de... voilà. C'est des gens qui... enfin, que d'épiceries ou de marchands de journaux, parce que il faut vraiment qu'on se réapproprie ces savoir-faire-là si on veut résister à ce qui est en train de se passer dans le numérique. Voilà. Toi, tu as rencontré aussi un peu les participants du défi. Voilà, comment on sent justement quand on arrête d'acheter neuf, quand on se sort ça un peu de la tête? Est-ce que c'est des gens que tu as sentis plus heureux, plus libérés, ou au contraire, il y a des choses vraiment, des blocages, des frustrations qui sont difficiles à dépasser? Non, bien sûr, en général, c'est libérateur. Enfin, ça, tout le monde témoigne de ça, que c'est libérateur de se désintoxiquer de l'idée qu'on a besoin d'acheter et besoin de plein d'objets. Enfin, je pense que tous les gens qui passent par là, trouvent ça libérateur. Alors peut-être que ça prend plus de temps, ça demande certains efforts, des apprentissages de toutes sortes, mais ces apprentissages, ils sont aussi source d'énormes satisfactions personnelles, donc c'est super. C'est vraiment émancipateur comme démarche, voilà, parce qu'on apprend
on se désintoxique du matraquage dans lequel on est depuis très longtemps, qui consiste à nous dire et à nous faire penser qu'on a besoin d'un tas d'objets dont finalement on n'a pas d'objets. Donc s'apercevoir qu'on peut faire sans, c'est toujours très libérateur. Et puis ça pousse à être créatif. Donc les gens en général qui sont là-dedans, ils sont la communauté, enfin sur Facebook, si vous allez jeter un coup d'œil, ils sont très créatifs et très contents. Alors ça demande aussi plus de temps. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Enfin, compliqué, c'est pas très compliqué, mais ça prend plus de temps qu'appuyer sur un bouton sur Amazon. Voilà, j'avais une question un peu comme toutes ces choses qui demandent plus de temps, comme faire sa lessive soi-même, comme enfin la partie un peu écolo, do it yourself. Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui incombe aux femmes? Enfin, est-ce que tu l'as remarqué ou est-ce que finalement c'est assez partagé? Alors, c'est une question super importante. Merci de la poser, Hélène. Non, mais c'est vrai. Parce que, encore une fois, avec les gestes individuels, on est dans la sphère de la maison, du foyer, qui, encore aujourd'hui, est majoritairement portée par les femmes. Je dis pas que ça bouge pas. Enfin, vous savez tous ça, quoi. Hein. Je dis pas que ça évolue pas, mais tout le montre. C'est encore majoritairement porté par des femmes. Alors, je n'ai pas fait d'études précises sur les participants au défi Rien de Neuf. Oui, à vue de nez sur Facebook et tout ça, les plus actives sont les femmes, mais c'est pas du tout exclusif et c'est vraiment une impression. Donc parce que justement le défi Rien de Neuf, il touche à toutes sortes de secteurs aussi qui sont traditionnellement plus masculins aussi pour certains. Donc et puis tout ça est en train de bouger. Donc mais ceci dit, c'est une question importante que tu poses parce que oui, en effet, tout ça est complètement lié à des tâches domestiques, enfin au sein de la maison, qui pèsent encore énormément sur des femmes. Les femmes aussi sont plus force de changement aussi souvent là-dessus encore, quoi. Enfin, je veux dire, même si c'est pas exclusif, et c'est important de dire que ça ne doit pas reposer que sur elle, ou en tout cas que évidemment tout ça doit aller de pair avec un partage des tâches accru et complet, quoi, parce que sinon en effet ça pèse plus sur les femmes. Je voulais dire autre chose là-dessus, mais j'ai oublié. Ça reviendra. Merci Emmanuelle. On va passer à une femme qui a décidé de vivre toute seule dans la nature, donc là vraiment de se débarrasser de tout pendant quelques jours. Donc vous, Jennifer, vous êtes journaliste, vous êtes hyper urbaine, assez connectée, et puis vous avez eu envie en fait de vous lancer un défi en fait, d'apprendre à vivre sans rien dans les bois. Alors la première question c'est mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce que vous avez à vous faire pardonner? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je me sentais pas particulièrement coupable. En revanche, en tant que journaliste, j'étudie la question de la crise environnementale depuis de nombreuses années et comme beaucoup d'entre nous, je suis frappée par le degré d'information qu'on a actuellement sur cette question et en face, l'inertie hallucinante des pouvoirs publics et l'inertie de nous, enfin même moi qui me revendique très écolo, etc. À certains égards, je voudrais faire plus, je voudrais que l'impact soit plus grand, etc. Donc il y a quand même une espèce de mollesse, étant donné l'ampleur de l'urgence, qui est assez frappante. Et j'ai fait l'hypothèse que cette mollesse, cette inertie était peut-être due en partie, pas exclusivement, mais en partie à cette déconnexion inouïe de l'humain et de la nature qui fait qu'aujourd'hui, plus de 50% de la population mondiale vit en ville, dans des espèces de vases clos et dans des espèces de
d'univers très 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 peu perméable à toute forme de vie naturelle, et donc on vit comme ça dans des hyper civilisations qui nous ont coupé complètement de ce fameux environnement, et juste le terme à lui seul est très trompeur et très peut-être dommageable, parce que l'environnement, c'est encore une fois, on met l'homme au centre, et puis c'est ce qui nous environne, donc c'est une espèce d'externalité dans laquelle on peut aller piocher de temps en temps, mais ça ne nous inclut pas. Et donc moi, mon objectif en menant cette expérience, c'était d'essayer de retrouver ce fameux continuum qui est pourtant implacable, puisque la vérité, c'est qu'on le veuille ou non, tout est physique, tout est matière, tout est ressources. Et donc l'objectif, c'était de se défaire de tous les artifices de la civilisation pour essayer de retrouver cette proximité perdue avec cet écosystème extrêmement complexe dont on fait partie. Alors du coup, vous avez regardé un peu sur Internet, essayé de trouver un guide pour vous enseigner justement les bases de la vie dans les bois. Et puis vous êtes parti. Vous nous racontez un peu comment ça s'est passé Ouais, alors j'ai beaucoup de défauts, mais parmi ceux-là, l'impatience. Et il se trouve que j'avais deux plans qui avaient capoté avec deux monitrices de survie. Et j'ai pas été particulièrement regardante sur le troisième parce qu'il y avait urgence, je voulais partir. Et puis j'ai une petite fille, donc il y avait de la logistique à gérer. J'avais une fenêtre de tir que j'étais obligée d'honorer parce que sinon je pouvais pas le faire si je le faisais plus tard. Bref, je suis partie un peu hâtivement avec un monsieur que je n'ai pas vraiment pris la peine d'apprendre à connaître avant, qui s'est avéré être un peu infréquentable. Et c'est dommage quand on est coincé avec lui dans les bois et qu'on dépend intégralement de ses compétences. Mais donc je suis partie avec un survivaliste donc qui a un blog je vous filerai ses coordonnées, qui a un blog sur internet et qui organise des stages de survie en milieu naturel. Alors je dois reconnaître quand même que c'était un bon pédagogue et il m'a appris plein de trucs. Après c'était un survivaliste qui attendait vraiment de pied ferme l'effondrement parce que ça serait l'occasion rêvée de mettre à l'œuvre toutes ces compétences que lui possède et que nous crevards d'humains n'avons pas. Il était très aigri et donc c'est vrai que d'être entièrement dépendante d'un garçon aussi aigri et aussi gourmand de la projection qu'il se faisait de l'effondrement et du fait que l'homme était un loup pour l'homme et qu'on allait bien morfler, qu'on allait bien tous s'entretuer et que ça allait être vraiment sanglant, etc. C'était pénible. Mais j'ai appris plein de trucs et j'ai fini seule par ailleurs parce qu'on a fini par s'engueuler et donc j'ai fini les 3 derniers jours, je les ai passés seule en montagne et c'était un bonheur inouï parce que qu'est-ce que j'ai découvert dans la nature, c'est que l'ennemi c'était l'humain. Donc quand j'ai été débarrassée du dernier humain, c'était un grand bonheur de pouvoir être vraiment entièrement dédiée à la contemplation et à l'ici et au maintenant. Mais donc quand vous êtes parti, vous aviez un sac de couchage. Vous aviez quoi en fait dans votre sac à dos? Il y avait pratiquement rien. Et qu'est-ce que vous avez réussi à à faire pour survivre, quoi? Alors l'objectif effectivement c'était de partir avec le moins d'artifice possible et d'essayer de vivre avec les ressources qu'on trouvait sur place. Donc je suis partie avec 2-3 vêtements, mais vraiment le minimum syndical. C'était au mois de juillet par ailleurs, donc j'avais pas besoin de... Enfin quoique en montagne il fait hyper froid la nuit, donc j'avais quand même une polaire, mais des vêtements assez légers. Un sac de couchage tout de même, un hamac, un couteau et une lampe frontale. C'est tout. Et donc sur place, c'est bien, on se nourrit principalement d'ortie. L'ortie est une merveille, mais beaucoup de gens le savent et aussi beaucoup de gens l'ignorent. Mais l'ortie est vraiment l'ami de l'humain des bois parce qu'il est partout, parce qu'on peut difficilement se tromper. On s'en souvient, on est tous tombés dedans quand on était petits, ça pique. Et donc c'est facile de vérifier qu'il s'agit bien de ça. Et c'est un cocktail nutritionnel hallucinant puisque j'ai appris qu'il y avait plus de vitamine C que dans l'orange. Il y a énormément de protéines, il y a du fer. Enfin bon, c'est très roboratif l'ortie. Et en tout cas, c'est très nourrissant.
Et donc voilà, on se nourrissait de ça. Et j'ai trouvé ça, en fait, sur le fait de partir avec le minimum syndical, ce que j'ai trouvé marrant et que je relate dans le livre, parce que l'objectif de ce livre, c'était de rendre compte de cette immersion au jour le jour et en convoquant l'identification du lecteur, parce que je me mets pas du tout au-dessus, je suis complètement à son niveau, voire en dessous, parce que j'étais très consciente du fait que je savais rien faire, j'avais jamais fait de feu et tout ça, j'étais particulièrement inapte. Donc l'objectif, c'était de convoquer cette identification, mais c'était aussi de profiter de cette mise à de cette prise de distance pour avoir un regard un peu, sinon neuf, en tout cas très distancé vis-à-vis de la société contemporaine et vis-à-vis de toutes ces dérives. Et j'ai complètement perdu le fil, je m'en rends compte, c'est fâcheux. Qu'est-ce qu'on disait à l'instant ? Non, mais qu'est-ce qu'on mange dans Ah la oui. nature? Donc on mange Et des voilà, orties, non, mais sur le fait ouais. qu'on est trop lesté, voilà, sur la société contemporaine. Et je me suis dit, je venais de déménager à l'époque et j'avais trouvé mon déménagement affreux parce que plus on vieillit, plus on a de trucs. Et même si j'ai l'impression, pour le coup, de faire hyper gaffe et je suis hyper sensible au discours de Zero Waste France et j'essaye et j'achète d'occasion et j'achète le moins possible, machin. Mais je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, je le trouvais grotesque ce déménagement. Il y en avait partout. Il a fallu faire plusieurs allers-retours avec le camion et tout ça. Et je me disais, mais on se leste. On est vraiment une espèce. Parmi les espèces animales qui se lestent, mais tellement. Et ça, c'est terrible d'être lesté. Enfin, on est moins agile, on est moins malin, on est moins vigoureux. Enfin, on a des semelles de plomb. Et c'est vrai que ce que je me disais dans la montagne, même si comme je commençais un peu à perdre du poids avec mes orties, je le trouvais de plus en plus lourd mon sac, mais il était quand même extrêmement léger. Et je me disais, mais c'est génial, moi mon sac, je le faisais en 2 secondes et hop, je me barrais. Et ça n'est pas un mode de vie que je promeus évidemment dans ce livre, mais enfin, ça fait réfléchir quand même sur le fait que on s'encombre d'une quantité de choses qui nous, qui ne sont pas seulement des objets qui nous encombrent physiquement, ils nous encombrent intellectuellement. Alors, qu'est-ce qui a été difficile dans ce périple, à part Gérard, je ne sais plus comment il s'appelle, mais François. Voilà, François. Qu'est-ce qui a été difficile? Étonnamment, il n'y avait pas d'inconfort. Je tiens à le préciser parce que souvent on me dit: «Oh là là, mais c'est terrible, ça devait être dur». Mais en fait non, on s'adapte très très bien. Et je fais référence à plein d'auteurs. Enfin, il y a quelques incursions théoriques dans le livre qui permettent de réfléchir à cette question du rapport à la nature, de la déconnexion et de tout l'intérêt qu'on a à renouer un peu et à reprendre conscience du fait qu'on fait partie d'un tout. Et parmi ces auteurs, il y a Jung, qui est connu pour être l'un des pionniers de la psychanalyse, mais qui a aussi été un des pionniers de l'écologie et qui a théorisé ce qu'il appelle l'homme archaïque, expliquant qu'en fait, le monde industriel et post-industriel est archi récent. Voilà, il a une centaine d'années et on nous a endoctrinés, conditionnés, et on est vraiment le fruit de ça aujourd'hui, pour penser que l'état de fait avait toujours été celui-là, qu'on avait été toujours dans cette hyper-civilisation très technique, etc. Alors qu'en réalité, l'Homo sapiens, en gros, c'est 200 000 ans sur la planète et ça faisait quand même 200 000 ans approximativement qu'on vivait dans une proximité beaucoup plus grande avec la nature, qu'on comprenait bien davantage comment elle fonctionnait et que on se sentait bien plus inclus. Et donc il explique que de fait, tout comme il a théorisé l'inconscient collectif, eh bien il explique que l'homme archaïque fait partie de cet inconscient collectif et qu'on le porte en nous, quelles que soient nos conditions de vie. Et moi j'ai eu l'impression de réactiver ma femme archaïque sans trop de peine en fait, parce que je n'ai pas ressenti d'inconfort, je me sentais très à l'aise et surtout je me sentais inhabituellement sereine, calme, parce qu'il n'y avait plus tous les stimuli affreux qu'on connaît en ville et qu'on a intériorisés comme étant des choses normales et incontournables, alors qu'elles sont aberrantes et affreuses. La pollution sonore, olfactive, auditive en ville, elle est atroce et elle nous tue à petit feu. Et donc dans la nature, moi j'étais plutôt beaucoup plus... j'étais un petit peu ivre en fait, je buvais pas du tout évidemment d'alcool là-bas, mais je me sentais dans cette espèce de quiétude que me procure le vin blanc. Donc c'est l'ortie, il faut savoir. Ouais, c'était un peu hallucinogène. Un bon plan l'ortie, ouais. Non, mais donc j'étais bien. Donc ce qui était dur, c'était définitivement pas l'inconfort, c'était peut-être la peur de la nuit, tout simplement. J'ai senti se voir réactiver des peurs très infantiles, c'est-à-dire que quand on est toute seule dans la montagne, bon moi je l'avais jamais vécu, c'est terrorisant, toute seule sous la voûte céleste qui est sublime et ça a été un choc esthétique fantastique, mais mon réflexe ça a été quand même d'aller me replanquer sous la bâche parce que j'avais hyper peur, et j'avais peur parce que tous les sens n'ont pas du tout l'habitude d'un tel espace, donc ils sont très perturbés, on n'arrive plus trop à comprendre ce qu'on entend, ce qu'on sent, enfin ça demande quand même une réacclimatation qui est très
très aisé la journée, mais qui est beaucoup plus compliqué la nuit. Donc, ce qui était le plus difficile, en fait, c'était la nuit. Voilà. Et le plus réjouissant? La beauté. La beauté, le calme, le fait d'avoir que ça à faire, de pouvoir s'adonner au rien, parce qu'on vit quand même dans des sociétés qui le condamnent, qui le stigmatisent, qui nous expliquent que c'est mal d'être improductif, qui nous poussent à atomiser la moindre parcelle d'ennui en sortant notre hochet. Et je m'exclus pas, hein, moi aussi j'ai pris ce réflexe pavlovien à la con, je fais la queue à la poste et je regarde mon truc et je scrolle la vie des gens, de gens que je connais même pas en plus, mais je regarde leur truc. Et parce que c'est une façon comme ça de se divertir constamment. Et ça aussi, c'est évidemment quelque chose qui nuit énormément à une espèce d'ouverture intellectuelle et de rapport au monde un peu réfléchi. Et donc, ce qui était le plus plaisant, c'était ça, c'était le fait d'avoir du temps pour réfléchir, pour se demander ce qu'on faisait là, pour voir à quel point nos désirs, nos ambitions, nos petits égos sont conditionnés et dictés par cette société contemporaine qui est quand même, en gros, la société de consommation, et à quel point il est bon et délicieux et régénérant de rien foutre et de regarder la beauté du monde qui nous entoure. Donc ça, je ne m'en lassais absolument pas, et j'ai trouvé ça fantastique, et j'encourage n'importe qui à vraiment être rigoureux pour s'autoriser ce genre de moments plusieurs fois dans l'année, parce que ça permet vraiment d'être moins aliéné. Alors justement, tout le monde ne peut pas forcément partir dans les bois avec François, mais est-ce qu'il y a des formules intermédiaires que vous pourriez nous conseiller? Voilà. Oui, Vous dites qu'en fait c'est facile. Bon, moi je pense que c'est pas si facile que ça que d'aller dans les Pyrénées et dormir non, mais à la Belle Étoile, c'est pas indispensable, même si je considère que quand même c'est différent. C'est-à-dire le fait de dormir dehors, on n'a plus le même rapport au temps, on n'a plus le même rapport à l'espace, donc c'est quand même assez intéressant comme expérience, et je la recommande. Mais les alternatives, en fait, c'est juste de s'autoriser ce temps vacant, ces moments improductifs, et de préférence dans la nature, parce que, encore une fois, il y a une ambiance sonore et une stimulation des sens qui est beaucoup plus saine et naturelle, pour être un peu tautologique, qu'en ville. Donc moi, ce que je recommande, c'est de s'adonner à cette forme de résistance qui consiste à ne pas être toujours dans une effervescence qui finalement accouche d'une souris ou de rien du tout, et de s'autoriser à regarder par la fenêtre, à aller marcher en forêt, mais vraiment à être observateur du monde organique, végétal, et bon, ça n'implique pas de s'immerger pendant 8 jours comme je l'ai fait. On peut le faire, tirer des bénéfices évidents en très peu de temps. Mais je pense que on vit dans une société qui n'encourage pas du tout à ça. Et donc, il faut résister. Merci, ça nous fait une excellente transition avec Vincent. On va parler des hochets, justement. Des hochets numériques. Voilà, j'ai le mien, j'arrête pas de regarder quelle heure il est là, depuis tout à l'heure, mais bon, c'est du coup un réveil. Peut-être qu'on peut commencer, Vincent, par un petit test dans la salle pour savoir quel niveau de dépendance vous avez. Vous êtes prêts? Alors, première question, levez la main si la première chose que vous faites le matin en vous réveillant, c'est regarder votre smartphone. Ok. Levez la main si parfois vous sentez votre smartphone vibrer dans votre poche alors qu'il n'y est pas. Ok. On en fait un petit dernier. Levez la main si lorsque vous envoyez un email ou un message à un contact et que cette personne ne vous répond pas dans la journée, ça vous énerve ou ça vous stresse. Ok. Bon, ceux qui ont levé 3 fois la main, il ne faut pas hésiter à venir me voir après l'intervention. Donc, vous organisez en fait des stages de déconnexion numérique. C'est quoi? Ça se passe comment? Alors effectivement, on organise des stages de déconnexion numérique pour des entreprises. On emmène des clients à la plage, à la montagne, à la mer, et pendant plusieurs jours, on va leur couper totalement Internet. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on installe une application sur le téléphone de chaque participant, et cette application, elle transforme le smartphone en vieux Nokia 3310. Donc on peut toujours continuer à appeler, toujours continuer à envoyer des SMS, mais on n'aura aucun accès ni aux emails, ni aux réseaux sociaux, ni à Internet. Et le but, c'est de reconnecter les gens entre eux, aussi de reconnecter les gens à la nature, puisque à chaque fois, on fait ça le plus souvent possible en pleine nature.
Et le but, c'est vraiment de créer de l'interaction et de l'échange dans les équipes pour favoriser la cohésion d'équipe. Et puis à côté de ça, on a aussi développé, avec Thibaut, mon associé qui est là, on a développé tout un programme de formation, de conférences et d'ateliers pour aider eh bien, les collaborateurs de toute entreprise à avoir des usages numériques plus sains et plus équilibrés. Donc on va les aider à mieux gérer les emails, on va les aider aussi à faire des réunions déconnectées pour qu'elles soient plus efficaces et plus productives. Et puis, on va les aider à couper le soir, le week-end et pendant les vacances, puisqu'aujourd'hui, de plus en plus de monde n'arrive pas à couper pendant les congés. Alors, qui est-ce qui vient vous voir? J'imagine que c'est assez récent comme activité, puisque tout ça, cette espèce de folie, elle est quand même assez récente. Et quels sont les types de personnes qui viennent vous voir? Est-ce qu'elles sont, c'est l'entreprise qui dit, bah tiens, allez, on va mettre tout le monde au vert, ça va faire du bien? Ou est-ce que c'est des initiatives individuelles? Il y a un profil type, en fait, d'accro au smartphone Alors, il n'y a pas vraiment de profil type. Ça touche toutes les générations et à peu près tous les secteurs économiques. Alors, bien évidemment, il y a certaines professions comme des métiers qui sont dans l'agriculture ou la construction qui sont moins touchés que d'autres. Mais globalement, à partir du moment où on travaille devant un ordinateur et où on a un smartphone, on peut être touché par ce qu'on appelle l'hyperconnexion. Le fait d'être du coup tout le temps connecté, ou en tout cas être connecté en moyenne 6 heures par jour, parce que c'est la moyenne en France, aux écrans. Après, les entreprises qui viennent nous voir chez Into the Tribe, c'est des entreprises qui souvent travaillent dans le milieu informatique, technologique, digital, puisque ce sont ceux qui sont les plus connectés, qui ont besoin de se déconnecter le plus rapidement possible. Mais ça peut toucher tout type d'entreprise, puisqu'on travaille avec des grands groupes énergétiques, de cosmétiques, etc. Donc ça touche vraiment tout type d'entreprise et toute taille d'entreprise aussi. Et pour revenir sur le profil des participants, bien évidemment, les jeunes générations sont plus hyper connectées que les plus anciennes, mais ça touche vraiment tout le monde, peut-être à part dans certains milieux très ruraux où la 4G passe pas encore. Il y a encore des zones blanches en France, donc il y a encore des gens qui n'ont pas la 4G, mais globalement, ça touche beaucoup les urbains et quasiment, je dirais, 70% de la population française. Et alors vous avez fait des études un peu sur cette hyper connexion, ou hyper connectivité, je sais pas comment on dit. Ça fait quoi au niveau de l'être humain, ça le perturbe durablement? Enfin, c'est quoi un peu les conséquences de cette hyperconnexion? Alors, on a effectivement beaucoup étudié l'hyperconnexion au sein d'Into the Tribe et même maintenant on travaille au sein d'un collectif sur des bonnes pratiques digitales où on travaille justement avec d'autres chercheurs, des addictologues, des neuroscientifiques, des psychologues, des sociologues qui travaillent sur le sujet de l'hyperconnexion. Et il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup d'études qui ont montré que l'hyperconnexion était à la fois néfaste pour notre cerveau, mais aussi pour notre qualité de vie, que ce soit au travail ou à la maison. Les principales conséquences de l'hyperconnexion, c'est d'abord la perte de concentration et d'attention. Puisque lorsque nous sommes au travail, ou même à la maison, on est constamment dérangé par une notification, un email, un message, et notre attention va être perturbée, va être dérangée toutes les 5 à 10 minutes. Et donc on a de plus en plus de mal à se reconnecter sur un travail de fond, par exemple, ou sur une discussion. On peut être à table avec des amis et d'un seul coup, on va recevoir un message, on va tout de suite voir qu'est-ce qui se passe sur ce message et on va être coupé de la conversation. Donc ce manque d'intention et ce manque de concentration va aussi créer des problèmes de sociabilité, puisque forcément, si on n'est pas vraiment présent et pas vraiment en écoute active, on va casser un peu le lien social lors d'un dîner ou d'une réunion, par exemple. Nos études aussi ont montré que ça avait des incidences sur la créativité. Effectivement, le lien entre l'hyperconnexion et la perte de créativité, il est dû au fait que à chaque fois qu'on a une période d'ennui, on va la combler, cette période d'ennui, par une période de consommation d'Internet, sur notre smartphone principalement. Et le problème, c'est que pendant ces phases d'ennui qu'on avait avant, lorsqu'on attendait par exemple un ami dans un café ou lorsqu'on attendait un bus ou un métro, pendant ces périodes d'ennui, notre cerveau faisait travailler ce qu'on appelle le système de mode par défaut,
Thibaut vous en parlera mieux que moi. Mais globalement, c'était une période pendant laquelle notre cerveau faisait libérer de la créativité et de l'imagination. Et aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de périodes comme ça. On n'a rien à faire, on s'ennuie. On est plus dans des périodes où on va consulter son smartphone et voir ce qui se passe sur Internet. Et puis, dans les cas les plus graves, l'hyperconnexion peut aller à provoquer tellement de stress qu'elle peut aller provoquer des burn-out chez certaines personnes. Aujourd'hui, l'hyperconnexion est un des facteurs de burn-out en entreprise. Et l'addiction aux réseaux sociaux est peut créer des risques de dépression. Il y a une étude qui a montré que une personne qui consulte plus d'1 heure par jour les réseaux sociaux a 3,7 fois plus de risques de faire une dépression qu'une personne qui les consulte moins d'1 heure par jour. C'est une étude américaine de l'université du Michigan, qui montre ça. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de problématiques liées à cette hyperconnexion. Donc les community managers dans les entreprises sont sujets forcément à la dépression. Je regarde Corentin qui est en train de faire un live tweet, donc qui est très content de cette nouvelle. Effectivement, il faut faire attention, c'est un métier qui peut présenter des risques, oui, effectivement. Les personnes donc, qui se déconnectent là, dans vos stages, qu'est-ce que ça crée chez elles pendant cette période? Enfin, je disais tout à l'heure à Emmanuel, voilà, les gens qui arrêtent d'acheter, est-ce qu'ils se sentent mieux? Enfin bon, c'est des questions peut-être un peu naïves, mais voilà, il y a peut-être des réactions, je sais pas, un peu extrêmes. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on coupe les smartphones? Alors, pour l'instant, on a eu la chance, on n'a jamais eu de cas problématiques. Ça s'est bien passé pour tout le monde, donc ça c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que on a encore des facilités à se déconnecter facilement. Ce qui peut pas penser inimaginable pour certains. On se rend compte nous sur le terrain que au final ça ne pose pas de problème de se déconnecter pour les participants de nos séminaires. Effectivement, alors souvent l'initiative vient de l'entreprise, donc les participants ont pas forcément voulu se déconnecter pendant leur séminaire, mais bien sûr nous à l'amont du séminaire on les prépare et on leur dit voilà, surtout prévenez bien vos proches, prévenez bien vos clients importants que vous serez déconnectés d'internet et que s'ils veulent vous joindre, ils peuvent vous appeler par téléphone ou vous envoyer un SMS. Et donc on a vraiment fait ça en fait parce que au début on avait tout coupé et on s'est rendu compte que pour les familles c'était quand même très problématique de pas pouvoir appeler ses enfants le soir ou son conjoint ou sa conjointe. Du coup on a laissé le téléphone et effectivement du coup ça c'est quelque chose qui les rassure globalement. On s'aperçoit que certains ressentent un manque au début. Notamment sur les premières heures du séminaire. Et puis en fait, le fait d'avoir proposé plein d'activités de cohésion d'équipe, plein de moments sociaux, des dîners, des soirées, etc., fait que les participants sont dans l'échange, ils sont dans l'interaction et ils oublient petit à petit le fait qu'ils sont déconnectés. Et à la fin du séminaire, quand on leur demande alors comment ça s'est passé, comment vous avez ressenti cette expérience de déconnexion pendant 2-3 jours, la plupart nous disent ça nous a fait du bien, ça nous a calmés, ça nous a reposés. Vraiment, c'était un moment où ils ont pu avoir beaucoup plus d'échanges intéressants avec leurs collègues. Et d'ailleurs, nos clients nous le disent à la fin, c'est que la différence, c'est que en termes de cohésion d'équipe, ils ont senti la différence. Les gens étaient beaucoup plus en interaction les uns avec les autres. Donc voilà, ils se sentent moins stressés. On a même commencé une étude avec Thibaut justement pour essayer de voir concrètement qu'est-ce qui se passe en termes de niveau de stress et de cohésion d'équipe. Et on a vu qu'ils étaient moins stressés et plus dans l'échange et dans la cohésion d'équipe. Alors peut-être qu'on fera ces stages-là, mais est-ce qu'on peut avoir un peu là Quand dans vous voulez. Ouais, j'ai coché 2 cases sur 3 tout à l'heure. Est-ce que là, vous pouvez donner un petit peu à la salle quelques conseils voilà, pour se déconnecter, un peu de l'hygiène de vie, son smartphone Bien sûr. Alors, il y a des conseils qui sont très faciles à mettre en place et qui peuvent être faits même dès la sortie de cette conférence. Alors, nous, on a un programme de formation d'atelier avec beaucoup de conseils. On donne on a peut-être plus de 100 conseils en stock et on va les adapter à chaque type de métier, chaque type de secteur d'activité, etc. Mais il y a des petits conseils qui marchent chez tout le monde et qui sont très faciles à mettre en place en 5 minutes. Typiquement, un des premiers conseils que je donne à chaque fois, c'est couper toutes vos notifications. Sur votre téléphone, ça prend 3 minutes. Vous allez dans
sans notification, vous les coupez toutes. Personnellement, moi j'ai laissé uniquement l'agenda, parce que moi je sais que j'ai un call dans 10 minutes, ce qui est pratique. Et sur votre ordinateur, surtout, c'est très important de couper la notification qui vient vous déranger toutes les 5 minutes pour vous indiquer que vous avez reçu un nouveau mail. Ça, pareil sur Outlook, en 3 clics, ça se supprime et vraiment, vous allez voir que vous allez gagner en attention et en concentration. Deuxième petit conseil tout bête, mais que j'aime bien aussi, c'est essayer d'éviter d'avoir votre smartphone sur votre table de nuit la nuit parce qu'il vous dérange énormément. Vous allez avoir tendance à le consulter le soir avant de dormir, peut-être le consulter même en pleine nuit si vous faites une insomnie. Ou alors, le matin, en vous réveillant, vous allez commencer votre journée avec une news d'un attentat à l'autre bout du monde ou d'un mail stressant de votre patron. Il est quand même plus sympa pour commencer sa journée. Donc, vraiment, sortez votre téléphone de votre chambre et achetez-vous un réveil pour vous réveiller. Parce que souvent, c'est l'excuse qu'on se donne. C'est je mets un réveil comme ça, c'est mon téléphone qui est mon réveil, donc je le garde à côté de ma table de nuit. Mais voilà, autant le sortir carrément. Donc ça, c'est des conseils qui prennent 5 minutes. Acheter un réveil, couper ses notifications, c'est des conseils faciles. Après, il y a des conseils plus ambitieux et qui demandent beaucoup plus d'autodiscipline. Par exemple, peut-être supprimer Facebook de son téléphone. Moi, j'ai fait ça et vraiment, je le consulte beaucoup moins qu'avant. Thibaut, il a carrément supprimé son compte Facebook. Ça, c'est l'étape d'après. Du coup, il l'utilise plus du tout. Et après, peut-être cacher aussi vos réseaux sociaux si vous les laissez dans des dossiers en 4e page de votre téléphone. Par exemple, cacher Instagram le plus loin possible. C'est un réseau social qui est très très addictif. Donc, si vous pouvez le mettre le plus loin possible dans votre téléphone, c'est bien. Et après aussi, peut-être faites dans votre travail, essayez de passer moins de temps sur votre boîte mail. Et donc un bon conseil, c'est d'essayer d'arrêter de regarder ses emails au fil de l'eau tout au long de la journée, mais plutôt d'avoir des plages horaires où on regarde ses emails dans notre journée. Ça peut être 3 ou 4 fois par jour, des plages de 20, 30 minutes, peut-être plus si vous avez beaucoup d'emails. Mais surtout, essayez d'éteindre votre boîte mail entre ces plages horaires-là pour pouvoir vous concentrer sur le travail de fond. Et des conseils aux parents d'ados? Je me sers, je prends tout ce qui... Ouais, tout pour moi là, ce soir. Ouais. Alors, nous, on travaille essentiellement sur les adultes. On a beaucoup de travail déjà avec les grands. Par rapport aux ados et aux enfants, on n'est pas du tout qualifié pour vous donner des conseils. Par contre, au sein du collectif sur les bonnes pratiques numériques, on monte en ce moment avec d'autres acteurs. On travaille notamment avec une association qui s'appelle e-Enfance, qui justement organise des ateliers, des formations dans les écoles, dans les lycées, les collèges, pour parler des problèmes des écrans pour les enfants et les adolescents. Et eux ont des conseils concrets à donner aux parents et puis aux adolescents et aux enfants directement. Et pour finir sur le collectif, on travaille aussi avec Cap Digital, qui est donc le pôle de compétitivité du digital en France. On travaille avec Apitech, qui est une association qui regroupe toutes les technologies qui sont là pour remettre du bien-être au travail. On travaille aussi avec Aide Addiction, qui est donc un organisme de recherche spécialisé dans les addictions. Et donc, on a réussi à créer un collectif pour s'emparer du sujet à une plus grande échelle que juste au sein d'Into the Tribe. Ok, merci. Je n'ai pas la réponse, mais j'irai voir e-Enfance. Désolé. Merci à tous les trois. On peut passer aux questions, si vous voulez, dans l'Assemblée. Donc, vous avez 3 spécialistes sur des thématiques différentes, mais qui défendent la même chose. On va prendre le micro. Moi, j'avais une question par rapport à vous. Est-ce que quand vous êtes parti dans la montagne, vous avez emmené votre portable avec vous? Bah oui, je l'avais parce que j'aurais pas su où le laisser. Mais j'étais en zone blanche, donc ça réglait le problème de toute forme d'addiction. J'étais en zone blanche dans les Pyrénées, je captais pas du tout, mais je l'avais en effet avec moi et c'était assez perturbant d'ailleurs d'être en zone blanche parce que c'est très rare. Enfin moi, je crois que c'était la première fois que ça m'arrivait d'ailleurs. Mais c'était perturbant parce que je me disais que je ne pouvais pas joindre les secours en cas de problème. C'était surtout ça qui me perturbait. Mais ce qui est marrant, et ce que j'ai observé avec une force assez inouïe dans cette fameuse immersion, c'est que de manière très naturelle et sans du tout devoir être scrupuleuse sur ce point, je n'avais aucune appétence pour les réseaux sociaux, les notifs, etc. Elles étaient, pour le coup, je captais parfaitement en Charente, parce qu'au début, je ne sais plus si je l'ai dit, mais on descendait la Charente, ce qui est une rivière, donc en canoë.
Et c'était une espèce de mangrove complètement vierge de toute civilisation, mais on captait la 4G. Et donc j'avais tout, parce que j'ai envoyé 2-3 textos quand même à ma fille et à mon compagnon. Et donc il y avait il y avait des trucs rouges, il y avait les fameuses notifications qui font qu'on a un réflexe d'animal, quoi, reptilien, comme ça, on va aller voir parce qu'on est, on est un peu débile. Et c'est un truc qui marche très très bien avec moi en ville. Et là, je n'en avais plus... mais je m'en fichais complètement, c'est-à-dire que je trouvais ça inadapté, quoi. Je me disais non, mais je m'en fous en fait ça ne m'intéresse pas, ça n'a pas, ça n'est pas pertinent. Donc le fait que j'ai mon portable était assez accessoire. J'ai pris 2-3 photos, mais en fait je n'avais pas du tout, mais du tout l'usage que j'en ai ici. Oui, heureusement, bien sûr. Attendez, je vous donne le micro parce que comme ça les gens vont Tout à entendre. fait. Juste savoir si cette dame avait replongé. Cette dame a replongé. Tout pareil, tout comme avant. Elle s'est remise à fumer des cigarettes, à boire du blanc et à checker ses notifications. Donc non, c'est terrible. On se repervertit assez rapidement. Tout est question d'adaptation. En fait, on est une espèce extrêmement poreuse. C'est là notre principale force et notre principale faiblesse parce qu'on est capable de s'adapter à des choses qui nous nuisent. Et c'est vrai que oui, j'ai replongé. Après, je suis plus peut-être plus attentive à essayer de me modérer, à essayer de pas me laisser complètement happer, mais ça serait hypocrite de dire que j'ai complètement changé mon rapport au numérique depuis que je suis rentrée. Mais parce qu'en plus, il faut faire de la promo sur les réseaux sociaux pour que les gens sachent que c'est bien d'aller dans la nature, vous comprenez? Donc, du coup, j'ai besoin des réseaux sociaux. Alors, ma question, c'est celle qui était sur la feuille annonçant la conférence. Comment faire le vide chez soi? Fallait appeler Marie Kondo, je sais pas. Non, vous me regardiez, j'ai pris le micro, du coup, c'est bien, ça. vas-y. Pardon. Comment faire le vide chez soi? Oui. C'est vrai qu'une des réponses est déjà de ne pas le remplir de son chez soi. Voilà. Ouais, mais bon, si on reprend l'exemple des 99 objets, je crois qu'on a des grands placards et Jennifer parlait de son déménagement, qui était aussi un bon exemple, une bonne occasion de s'apercevoir qu'on a un tas d'objets dont on n'a pas besoin. Moi, je crois vraiment que tout ça commence là. Notre dépendance aux objets, elle commence là. Avant tout, moi, il y a une période où j'ai beaucoup réfléchi aux vêtements et à la mode, etc. Parce que j'ai écrit des choses là-dessus, que je suis dingue des friperies et tout ça. Et vraiment, pour se passer à autre chose à ce niveau-là, ce qui est très important, c'est de sortir d'un état d'insatisfaction permanent dans lequel on est par rapport au renouvellement de ce qu'on nous offre, qui s'accélère avec la fast fashion, etc. Alors c'est très manifeste dans le domaine de la mode, mais c'est vrai dans tous les secteurs, en fait, ça se renouvelle, et ça nous met dans un état d'insatisfaction permanent, parce qu'à peine on a acheté quelque chose qui nous satisfait follement sur le moment, ben ça s'évapore très vite, etc. Donc si on veut limiter les choses, les objets dans nos maisons, je pense que ça commence par ça, sinon on n'y arrive pas, parce qu'on fait un tri gigantesque un jour, à la Marie Kondo, paf, et puis l'insatisfaction revient, et voilà. Alors ça ne veut pas dire forcément vivre, si on reprend l'exemple de la mode et des vêtements, avec une toile de bure, etc. Moi, je continue à adorer les vêtements et tout ça, mais on aime beaucoup plus ce qu'on a, on en prend plus soin, on considère beaucoup plus. C'est très important aussi de réfléchir à toute la vie et toutes les ressources qu'il a fallu pour produire ce qu'on a, regarder vraiment ces objets comme des choses hyper précieuses, même des boîtes en plastique. Moi, il y a un designer britannique que je vénère totalement, qui fait pousser des chaises.
C'est-à-dire, il s'est dit, au lieu de couper du bois et de fabriquer des chaises en coupant du bois, je vais faire pousser ces chaises, et il fait pousser des arbres, il leur donne une forme de chaise, et au bout de 10-15 ans, il coupe l'arbre et ça devient une chaise. Donc, il fait des objets qui sont sublimes et qui en même temps nous font prendre conscience de la valeur de la matière première. Et je trouve qu'une boîte en plastique, c'est quand on y réfléchit, c'est du pétrole. Si on y réfléchit avec la même logique, c'est du pétrole qui a mis des millions d'années à devenir pétrole à partir d'insectes, trucs comme ça, qui ont fossilisé au fil du temps. Donc, comment on fait pour faire le vide chez soi? C'est facile, ça, vous savez tous, vider son placard, faire le tri, aller donner les circuits de recyclage, de redistribution. Tout le monde les connaît, ils sont accessibles sur Internet, je ne vais pas vous faire la liste, vous les connaissez. Vous les connaissez ou vous voulez qu'on vous en donne quelques-uns? Alors, on peut vous en donner quelques-uns. Voilà. Alors, sur les vêtements, vous avez l'organisme qui s'occupe de ça, c'est Le relais EcoTLC. Et sur EcoTLC, vous avez la liste entière dans toute la France de tous les endroits où vous pouvez déposer vos vêtements, par exemple. Sur les D3E, enfin les déchets électroniques et l'électroménager, je vous citais écosystème tout à l'heure. En fait, petit à petit, on a construit des filières comme ça de recyclage dans tous les domaines. Donc, vous en avez sur le mobilier, voilà, sur plein de choses. Et il y a tous les circuits traditionnels aussi qui existent depuis bien longtemps, comme Emmaüs, qui sont vraiment présents partout. Les déchetteries aussi. Les déchetteries. À Paris, il y a plusieurs déchetteries, en fait. Les déchetteries, voilà. C'est ça. Les ressourceries, maintenant dans Paris, il y a des ressourceries partout qui récupèrent énormément de choses. C'est vrai, ça évolue. Mmh. Oui, ce que je disais, c'est qu'en fait, c'est très fluctuant. Certaines apparaissent, disparaissent. Donc, en fait, on a vraiment besoin un petit peu d'avoir des repères un peu plus. Et aller sur Internet, c'est la même chose. C'est pas toujours très facile d'arriver à trouver l'information parce que ce qui est répertorié le plus rapidement, c'est en fait tout ce qui est la consommation et non pas le reste. Donc, une des questions que je me posais, c'est par exemple Maïf Social Club, qu'est-ce qu'il fait pour ça précisément? Est-ce qu'il y a des conseils? Est-ce qu'il y a des ateliers? Voilà, par exemple. Est-ce que la ruche qui dit oui, c'est autre chose? Mais donc, il y a besoin d'un peu plus, me semble-t-il, de points, de repères plus concrets, plus matériels. Alors, ce que fait le Maïs Social Club, j'en sais rien. Faudrait leur demander après, puisqu'ils nous ont proposé après de leur poser des questions. La ruche qui dit oui, nous on récupère tous les emballages. En fait, les gens nous ramènent leurs boîtes d'œufs, leurs bouteilles, etc. Et puis de plus en plus maintenant, en fait, ils viennent avec des contenants, ils remplissent leurs contenants directement à la ruche. Même si on n'est pas exemplaire au niveau emballage, on a encore du travail à faire. Après, il y a quand même à Paris, il y a vraiment les déchetteries, ça c'est quand même très trié. Il y a plein de boutiques Emmaüs qui récupèrent des vêtements, de l'électroménager. Donc là, je pense que vous pouvez regarder les boutiques qui ouvrent. Les ressourceries, pareil, elles sont répertoriées. Après, il y a un truc, mais c'est pas très, c'est pas grave, je le dis quand même. Mais moi, je trouve beaucoup de choses dans la rue et je mets beaucoup de choses dans la rue. En fait, donc quand on a un encombrant, en fait, quelque chose ou un meuble, on demande un numéro à la mairie de Paris et puis on le met sur le trottoir et puis la mairie de Paris passe généralement dans les 2 heures après et souvent en fait c'est parti avant quoi. Donc voilà, faut se méfier avec les gens qui déménagent parce que des fois ils laissent un truc sur le trottoir et puis on leur pique mais non en fait ils sont en train de déménager. Mais bon, en tout cas, ça peut être un moyen. Je dis pas de mettre ces déchets dans la rue, hein, mais quand on les a signalés par la mairie de Paris, en tout cas, voilà. Et puis régulièrement, il y a des collectes, des espèces de camions aussi de collecte de D3E, donc des déchets électroniques. Souvent, il y a des petites affichettes dans la rue qui signalent que le camion va passer. Voilà, je pense qu'il faut avoir un tas chez soi et puis dès qu'on a l'occasion d'y aller. Mais bon, cela dit, moi j'ai un coffre de câbles chez moi. Et voilà, et un jour j'irai à la déchetterie.
À ce propos, moi, j'ai découvert il y a peu une application qui s'appelle Give. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est écrit G-E-E-V, et qui permet aux particuliers de donner et de récupérer du troc. Voilà, et que je trouve pas mal, parce qu'on peut donner tout, des vêtements, des meubles, des choses que les gens n'ont pas forcément la possibilité de déménager ou parce qu'ils achètent un nouveau canapé et qu'ils veulent pas forcément jeter l'ancien. Et on peut aussi signaler justement les dépôts qui ont été faits dans la rue quand on voit que des gens ont laissé des meubles ou des objets dans la rue. Ça peut être signalé également. Voilà, je trouve que c'est une solution aussi qui est sympa. Oui, oui, le don, c'est vrai que ça fait partie des nouvelles habitudes qu'on a prises et qui se développent beaucoup. Et j'en parle notamment. Et donon.org aussi, comme site internet qu'on peut citer, où il y a beaucoup, où ça se pratique beaucoup, tout ça. Merci. Ouais, en effet. Moi, j'avais une question par rapport aux cadeaux. C'est un peu la plaie, les cadeaux, hein. Faites attention. Puis votre grand-mère vous offre un service à raclette. Génial. Et puis aussi pour les enfants, les goûters d'anniversaire, faut toujours arriver avec son jouet en plastique. Ça se fait pas de pas faire de cadeaux. Il y a même des gens qui sont sensibles. Je pense à mes voisins, par exemple. Ils sont ultra sensibles à ça, mais ils ont 2 petites filles. Donc en fait, tous les week-ends, ils sont obligés d'acheter un truc de bip pour un goûter d'anniversaire. Donc voilà, comment on fait pour se désintoxiquer des cadeaux et ne pas passer pour la radine, la mégère ou la je ne sais quoi si on n'a pas de cadeaux. C'est marrant parce qu'il y a des grands débats sur le groupe Facebook des filles rien de neuf sur ce sujet-là. Est-ce qu'on peut oser faire un cadeau à un anniversaire des enfants, un cadeau d'occasion? Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'on va le dire ou pas? Tu vois, parce qu'il est presque neuf, il a l'air neuf. Est-ce que je dis que c'est d'occasion ou pas? Ou est-ce que je mets un petit mot pour faire du militantisme et dire chouette, c'est super? Ou voilà. Donc il y a des gros débats. Voilà, des gros débats. Alors, la première question, c'était sur les cadeaux reçus. Alors ça aussi, c'est vrai que alors moi, j'ai dit plusieurs fois, y compris à des membres très proches de ma famille, que non, je ne voulais pas qu'on m'offre des choses pour ma maison ou des trucs comme ça, par exemple. Et voilà, ça revient. Je pense qu'il faut redire gentiment. Voilà, je trouve que ça se répand quand même. Les Noëls sans cadeau, les trucs comme ça, dire Oui, ou on entre offre adultes, des moments, dire quoi. non mais vraiment on se fait pas de cadeaux, ou alors toutes les alternatives, cadeaux immatériels, place de spectacle, bon pour la vaisselle, etc. Je pense qu'il faut pas hésiter à vraiment le dire, quoi. Non mais merci, je ne veux pas d'objets, je ne veux pas qu'on m'offre d'objets. Il faut le dire et le redire avec patience, jusqu'à ce que ceux qui vraiment peuvent pas s'empêcher, parce qu'il y en a tout. Voilà, j'ai fait ça à mon anniversaire la dernière fois. Non merci, je ne sais pas, mais j'en ai quand même eu, quoi. Et on te fera un cadeau si on veut te faire un cadeau. Ben voilà. Donc bon bah tant pis. Je veux dire, mais pas hésiter à le redire. Et c'est vrai que oser faire un cadeau d'occasion, alors ça aussi, c'est un truc socialement compliqué. Sur les anniversaires des enfants, c'est vraiment le cas typique où on arrive, il y a chacun un cadeau, toujours les mêmes, souvent des trucs en plastique pas chers, qui vont pas durer longtemps, etc. Faut oser aussi, pareil, je crois. C'est-à-dire quoi? Oser dire c'est un anniversaire sans cadeau? Non, ou alors ça c'est dans le cadeau reçu, ouais. C'est le même truc. Bon, ou alors dire, ou alors lancer des nouvelles habitudes, genre on s'échange un jouet. Chacun, ou je ne veux que, pour la question recevoir des cadeaux, mon enfant ne veut que, je souhaite pour mon enfant seulement des trucs d'occasion ou des choses qui dorment au fond de votre placard, ou voilà. Et puis aller à un anniversaire ou offrir à quelqu'un un truc d'occasion. Alors ça peut très bien passer si c'est du chic, de la brocante chic, etc. Par exemple. Hein. Et puis ça n'a pas forcément besoin d'être très cher. Il y a le fait main aussi qui est où il y a plein de pistes pour faire du cadeau sans acheter du neuf. Les cadeaux alimentaires aussi, ça peut passer par là. Hein. Des enfants où on peut offrir des bonbons, ou des gâteaux, des biscuits secs, des fruits secs si on veut rester sain. J'en sais rien, je blague, mais
Voilà, il y a des pistes quand même. Et puis oser dire, je vous ai acheté un cadeau d'occasion parce que je trouve que c'est plus écolo et c'est chouette quand même, quoi. Enfin, c'est aussi bien que le neuf. Pourquoi pas? Moi, j'avais peut-être une idée pour ta question. C'est peut-être faire des choses soi-même aussi. À partir du moment où tu le fais toi-même, peu importe si c'est de la lessive, une éponge ou quoi, si ça vient de toi, ça fait c'est déjà un très bon point, je pense. Voilà, c'était tout. Alors justement, Emmanuelle, elle a sorti un livre il y a quelques années sur comment faire des vêtements de manière hyper simple. Toi, tu peux en dire 2 mots parce que ça peut faire une idée de cadeau aussi. Je vais là. Oui, j'ai fait un livre qui s'appelle toujours Couture et coudre pour résister au grand gaspillage, où je m'étais amusée à développer des collections à partir de carrés, de triangles, de rectangles, pour faire des vêtements à base de récup, très simple et accessible à tout le monde. Et puis j'avais mis aussi plein de basiques de la couture récup qui circulent un peu partout et qui sont vraiment très faciles à faire pour tout le monde, et avec vraiment cette idée de résister au gaspillage. Ouais. Et cette idée aussi de se réapproprier les savoir-faire. Vous parliez du fait main qui est super important, et des cadeaux qu'on fait soi-même et qui sont super valorisés. Moi, je trouve que c'est vrai qu'on donne de la valeur aux choses quand on les fait soi-même, beaucoup plus que si on les a achetées. Et je trouve que c'est un immense pouvoir de transformation de faire soi-même. C'est une grande satisfaction. On s'aperçoit, on va se mettre à valoriser plus les objets qu'on achète par ailleurs. Moi, la dernière fois que j'ai fait un pantalon, ça m'a pris une journée entière. Je peux vous dire que si la prochaine fois que j'achèterai un pantalon neuf, je penserai à l'ouvrière qui est vraiment encore plus, qui a mis des heures à le faire. Et puis ceux à qui on les offre valorisent plus aussi, oui, c'est vrai. Quand ils savent qu'on a mis des heures, éventuellement, moins que ce soit un collet de nouilles. Ça peut arriver aussi, mais faut pas que ce soit trop. Faut que ce soit un peu présentable ou mangeable. Moi, je voulais répondre à l'idée du cadeau. J'ai des amies ces temps-ci qui, lorsqu'elles avaient leur anniversaire, demandaient à ce qu'on cotise pour une cause. Et donc, c'était pas un cadeau pour elles. C'était un cadeau, c'était de l'argent qui était mis comme un crowdfunding à destination d'enfants qu'il fallait parrainer ou d'un problème de santé. Je ne vais pas citer les ONG dans lesquelles la personne proposait qu'on verse. C'était un cadeau qu'elle redonnait, en fait. Vous avez entendu parler de ça? Et sinon, par rapport au fait de vider son lieu, son espace, moi, il y a quelques années, je vivais au Sénégal, j'avais peut-être 150 mètres carrés, et c'est vrai qu'il a fallu vendre, donner pour venir ici, et donc j'avais plus rien que de quelques valises pour les enfants et moi. Et maintenant, je vis dans un 26 mètres carrés. Donc c'est sûr qu'en réduisant son espace de vie, on a énormément perdu ce lest-là, on s'est délesté donc. Alors bien sûr, quand on est propriétaire d'un appartement parisien de 100 mètres carrés, on a beaucoup de choses chez soi, mais à la rigueur, si on cohabite, c'est-à-dire si on fait de la colocation, et qu'on est obligé donc de passer une chambre à quelqu'un, ou deux chambres, et là, on va aussi réduire son espace, et donc on va réduire ses affaires. Ça peut être motivant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, j'ai une question du coup sur la détox des réseaux sociaux. Parce que je suis community manager aussi. Et du coup, comme vous avez fait des études, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à ma question, mais est-ce que, j'ai donc du coup bien compris que l'utilisation des réseaux sociaux était très nuisible, mais est-ce que d'un point de vue psychologique, la nuisance, quand on se sert des réseaux sociaux pour un usage perso, et lorsqu'on est community manager par exemple, est la même, parce que j'imagine que quand on s'en sert pour un usage perso, il va y avoir toute la dimension de l'ego qui est mise aussi en jeu, alors que quand on community manage pour une marque, c'est sûrement différent, je sais pas. Oui, effectivement, parce que du coup là c'est votre travail, donc vous êtes là pour faire de la communication en ligne.
Je pense que ce qu'il y a de plus nocif dans les réseaux sociaux, c'est effectivement la comparaison aux autres. C'est ça qui peut déclencher justement un côté déceptif, voire dépressif, hein, parce que souvent on regarde la vie des autres et forcément les autres nous montrent un aspect de leur vie très positif quand ils sont à la plage, quand ils sont dans des super soirées. Hein, c'est rare qu'ils nous montrent des soirées spaghetti bolognaise sur leur canapé. Donc c'est surtout... Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir peut-être plus de côté négatif dans le côté personnel. Si vous suivez beaucoup de blogueurs, si vous suivez beaucoup de gens qui ont des vies extraordinaires, bah, peut-être que vous allez à terme comparer votre vie à la leur et ça va avoir un côté déceptif. L'autre gros problème des réseaux sociaux, c'est la dépendance comportementale qui est liée aux réseaux sociaux. Si vous voulez, quand vous envoyez un message sur Facebook ou sur Instagram, par exemple, un post avec une photo, eh bien, vous allez attendre du like, vous allez attendre des commentaires, vous allez attendre de l'interaction de la part des gens qui vous suivent. Et à chaque fois que vous allez recevoir un like ou un commentaire, eh bien, ça va déclencher de la dopamine dans votre cerveau et ça va vous donner l'envie de revenir sur Facebook ou sur Instagram pour voir si vous n'avez pas eu un nouveau like ou un nouveau commentaire. Et c'est ça qui va créer une dépendance et c'est ça qui va faire que vous allez retourner tout au long de votre soirée, par exemple, peut-être toutes les 10 minutes sur Instagram pour voir si vous n'avez pas eu des nouveaux likes ou des nouveaux messages. Donc il y a un problème de dépendance comportementale. Aujourd'hui, les chercheurs ne parlent pas d'addiction comme pour la nicotine ou d'autres stupéfiants, mais ils parlent de dépendance comportementale, donc ça c'est un problème. Et puis il y a le côté peut-être voyeur, le mot est peut-être mal employé, mais le fait de regarder, de voir la vie des autres peut faire en sorte de créer de la déception chez nous. Voilà. Sociaux, pardon. Du coup, Oui. quels seraient les mauvais côtés? Enfin, là, les trois mauvais côtés que vous venez de décrire apparaissent lorsqu'on s'en sert de manière personnelle. Mais du coup, lorsqu'on est community manager, j'imagine qu'il y a aussi des mauvais côtés et des mauvaises choses qui surviennent. Quelles seraient-elles du coup? Bah, le fait que vous soyez obligé déjà de travailler sur les réseaux sociaux toute la journée, je sais que vous n'avez pas le choix parce que c'est votre métier, mais forcément vous allez passer plus de temps sur ces plateformes-là que dans d'autres métiers, et vous allez être touché justement par cette dépendance comportementale. Vous allez être touché peut-être par le fait de regarder d'autres marques et de se comparer à d'autres marques. En fait, ça apparaît un peu dans les deux milieux. Moi, ce que je vous conseille, c'est si vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux dans votre travail, essayez de les utiliser le moins possible dans votre vie personnelle pour retrouver un équilibre en fait. Et essayez de se couper de votre smartphone quand vous allez au restaurant avec des amis, quand vous sortez le soir en famille ou avec des amis. Essayez de peut-être moins les utiliser dans votre vie personnelle. Peut-être lire plus de livres, peut-être sortir plus. Souvent on se dit on n'a jamais le temps de rien faire. Ah, j'ai pas le temps d'aller faire du sport, j'ai pas le temps d'aller lire un livre. Mais c'est parce qu'on passe beaucoup de temps devant les écrans dans notre vie personnelle. Donc souvent on se dit qu'on n'a pas le temps, mais on peut essayer de mesurer le temps que l'on passe sur ces réseaux sociaux de manière personnelle. Il y a plein d'applications maintenant qui permettent de mesurer ce temps-là. Je pense à déjà Apple. Sur Apple, il y a une fonctionnalité qui s'appelle temps d'écran, qui va vous dire bah voilà, vous passez 2 heures par jour sur Internet, 1 heure par jour sur Instagram, 2 heures sur Facebook. Donc vous savez déjà ce que vous faites. Et donc vous pouvez mesurer aussi votre progression en essayant de passer le moins de temps possible sur ces réseaux sociaux-là pour vous libérer du temps et faire autre chose. Bah, en fait, c'est ce que je voulais dire. Oui, je voulais parler du temps d'écran. C'est vrai que je pensais clairement pas passer autant de temps. Et en fait, j'ai installé justement le temps d'écran dans les raccourcis. Et des fois, je peux passer jusqu'à 5 ou 6 heures par jour. Et j'y crois toujours pas, en fait. Et c'est vrai que quand on voit le décompte, en fait, c'est que les réseaux sociaux. Et je pense que c'est un bon moyen de pouvoir s'en rendre compte. Et c'est factuel, en fait. Donc je pense que je vous invite à le faire parce que vous pouvez même être choqué de votre consommation d'Internet. C'est très bien pour la prise de conscience. Ça permet de mesurer notre consommation de réseaux sociaux. Et il y a aussi un mode noir et blanc qu'on peut mettre. Et ça, en fait, on est plus attiré par les couleurs. Et quand on switch en mode noir et blanc, bah forcément, on a moins envie de regarder son téléphone. Effectivement. Surtout Instagram et Facebook, c'est moins cool en noir et blanc, ouais, c'est clair. Moi, j'avais une remarque par rapport à vos stages. Effectivement, les personnes semblent être bien occupées, du coup, pendant leur temps de bon, c'est du team building aussi.
Du coup, ça fait écho un peu au fait de dire que dans la vie classique, quotidienne, on a justement des moments d'ennui et qu'il faut savoir jouir de ces moments d'ennui. Et du coup, ça m'a fait un peu tilt parce que c'est facile, entre guillemets. Je trouvais ça, hein, c'est très, c'est pas méchant, hein. Je trouvais ça un peu facile de maintenir les personnes occupées par des activités qui sont très saines, etc., hein. Alors que dans la vie réelle, il faut aussi savoir jouir de ces moments d'ennui qui sont créatifs. Et du coup, ça me semblait un petit peu coupé du quotidien. C'est pas le but, de toute façon, je pense, de vos stages, puisque c'est du team building. Mais quid de justement occuper sa vie, bien sûr, hein, remplir sa vie d'autre chose que de réseaux sociaux et de digital, mais à la fois se garder des moments d'ennui, créativité et de moments pour soi. C'est une question ouverte, j'ai pas forcément, enfin, réflexion plutôt. Non, mais effectivement, c'est une très bonne réflexion. Il faut garder des périodes d'ennui dans notre vie de tous les jours. Euh, Typiquement, quand on attend un ami dans un café ou quand on attend un métro, etc. Ce qu'on faisait avant naturellement, c'est-à-dire rien faire, contempler et s'ennuyer, on n'arrive plus à le faire aujourd'hui. Donc, il faut peut-être essayer de se forcer à le refaire. Et après, il y a plein d'activités qui favorisent l'ennui. En tout cas, qui favorisent... Alors, pardon, oui. Il y a plein de... Non, mais parce que l'homme n'aime pas s'ennuyer. C'est un gros problème. Mais il y a plein d'activités qui nous permettent justement d'être dans un état un peu contemplatif. C'est ça que je voulais dire. Aller se faire une balade en vélo, on est dans la contemplation. Aller se promener dans une forêt, on est dans la contemplation. Faire de la méditation, du yoga. Enfin, il y a plein d'activités aujourd'hui où on n'est pas sursollicité par un téléphone ou un écran et où on n'est pas non plus en train de s'occuper à faire du rafting ou quelque chose qui va nous demander beaucoup d'efforts. Donc, il faut peut-être remettre dans sa semaine quelques moments comme ça où on s'ennuie et on se force à s'ennuyer. Typiquement, moi maintenant, quand j'attends un métro, bah, j'arrête de sortir mon téléphone, je me force. C'est de l'autodiscipline, c'est dur. Comme regarder sa boîte mail 3 fois par jour, c'est dur aussi, mais c'est de l'autodiscipline. Et en fait, on voit très très vite les bienfaits. Quand je disais tout à l'heure, alors je vous ai pas dit ça tout à l'heure, mais un truc qui marche très bien, je trouve, chez moi, c'est de ne pas regarder aucun écran pendant 1 heure après le réveil. Ce qui permet du coup de pas du tout avoir le même réveil que si on regarde un écran, donc on n'a pas de stress des emails, le stress des news. On est vraiment, c'est un moment pour soi. On prend sa douche tranquillement, on prend son petit déj tranquillement. Moi, j'en profite pour parler avec ma copine. On n'est pas devant les écrans. Et même si je dois aller à un déplacement et j'ai un rendez-vous, eh bien, dans le temps de métro et de trajet, je vais pas du tout regarder mon téléphone pour avoir vraiment cette heure-là tous les matins où je suis déconnecté. Alors moi, j'avais une question par rapport à vous, où je voyais un grand paradoxe, c'est-à-dire que les entreprises, elles payent combien les stages qu'elles proposent à leurs salariés pour se désintoxiquer? Non, mais c'est une vraie question, c'est-à-dire qu'au niveau de la finance, j'imagine que ça a un coût, et en même temps, c'est elle qui, enfin, c'est le travail dans ces entreprises qui intoxiquent, et elle paye pour que les gens aillent se désintoxiquer. Et est-ce que les gens ont le droit de refuser d'aller se désintoxiquer? Non, mais voilà. Parce que je trouve ça... Alors, en fait, aujourd'hui, il y a... Bien sûr. Et c'est le but du débat. Dans l'entreprise, aujourd'hui, il y a vraiment 3 intérêts pour l'entreprise. Premier intérêt, c'est un intérêt de bien-être au travail. Donc ça sensibilise les DRH, les Chief Happiness Officers et d'autres métiers qui ont une envie, c'est d'améliorer les conditions de travail des collaborateurs. Donc ça, il y a un intérêt de bien-être et de bonheur au travail. Il y a un intérêt légal. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le droit à la déconnexion qui autorise tous les collaborateurs d'une entreprise à se déconnecter pleinement pendant son temps de repos, c'est-à-dire le week-end, le soir, les vacances, etc. Donc, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, 80% des cadres se connectent pendant leur temps de vacances, pour des raisons professionnelles. Donc aujourd'hui, la loi a essayé de rétablir une frontière entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc c'est encore un sujet qui intéresse la DRH. Troisième avantage pour l'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement déconcentré et tellement sursollicité et qu'on n'arrive pas à gérer l'information qu'on perd de l'argent. Parce que forcément, quelqu'un qui est déconcentré toutes les 5 minutes et qui n'arrive plus à travailler sur son travail de fond fait perdre de l'argent à l'entreprise. Donc il y a un intérêt pour l'entreprise de faire regagner de la productivité et de la qualité dans le travail, tout simplement. Bah, si vous voulez, on parlera de nos tarifs après le... Oui, bien sûr. Au niveau symbolique, c'est quand même pas rien. Je veux dire, au niveau
symbolique, c'est pas rien. Je veux dire, on est là, ici, il me semble, c'est pour réfléchir. Et puis moi, je trouve que c'est important d'avoir un esprit critique. Bien sûr, bien Donc, moi, ça m'intéresse de savoir combien une entreprise est prête à mettre pour que ses salariés aillent se désintoxiquer des écrans. Moi, ça m'intéresse beaucoup, quoi. Voilà, alors si c'est une question qu'il ne faut pas poser. Non, c'est pas une question qu'il faut pas poser, c'est pas un souci. Alors nous, on fait des séminaires sur mesure. Donc c'est-à-dire que s'il y a des clients qui veulent aller 3 jours au fin fond du Maroc, ça va pas être le même coût qu'aller une journée et demie en Normandie. Donc on n'a pas de prix officiel. Ce qui est sûr, c'est que ça coûte le même prix qu'un séminaire classique. Bon, ouais, en fait, si vous voulez, je peux pas vous donner un exemple concret. Bah, écoutez, les séminaires, on peut en vendre à la fois à 300 € comme à 1000 €, donc voilà, par personne. Hein. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça dépend des groupes. Ça dépend des groupes et des destinations. Voilà, c'est tout. Mais moi, ça me gêne qu'on ne soit pas capable de parler d'argent. Non, mais c'est juste que là, c'est pas le but. comme c'est sur mesure, Ouais. je pense que c'est compliqué. Là, vous avez une fourchette en gros entre 300 et 1000 € par personne selon la destination. Ouais, Ça bien vous sûr. donne déjà un bon aperçu. On va prendre une dernière. Oh là là, plein de questions. Il nous reste 5 minutes. Moi, je pense que vivant dans l'entreprise, hein, je suis consciente du terrain tous les jours, je vois ce qui se passe. Je suis en RH en plus. Je pense que c'est pas une question d'argent, parce que c'est une question de qui va aller à ces stages. Je pense que c'est surtout les managers, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils fassent redescendre, je veux dire, ce qu'ils ont vécu à leur équipe, parce qu'aujourd'hui, on est tous devant, chacune devant notre ordinateur, et je constate qu'en fait, les liens sont en train de disparaître, et en fait, c'est ça, et j'espère que ce que vous faites, vous, les managers, en prendront conscience pour justement faire quelque chose par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. C'est ce Bien que sûr, je voulais dire. mais effectivement, vous avez raison. Et s'il n'y a pas d'exemplarité de la part des managers, c'est très dur de changer les usages numériques au sein d'une équipe. Donc c'est pour ça qu'on propose des formations spéciales pour les managers, pour leur apprendre justement à transformer les usages numériques au sein d'une équipe. Donc repérer un collaborateur qui serait surchargé d'emails, qui serait sursollicité, qui serait en surchauffe mentale, et mettre des bonnes pratiques au sein de l'équipe. On parle des réunions. Aujourd'hui, quand on parle avec beaucoup de cadres, on s'aperçoit que leur vie au quotidien, c'est de répondre à beaucoup d'emails et notamment de répondre à beaucoup d'emails en réunion. Et c'est pas de leur faute, c'est parce qu'on leur impose ça. Et c'est au détriment du travail de fond pour lequel ils ont été engagés. Donc justement, les managers, on insiste sur le fait que c'est à eux de régler ces problèmes de connexion sur les smartphones intempestives lors des réunions, de faire en sorte de limiter les échanges par email pour que les collaborateurs retrouvent du temps de travail de fond. C'est vraiment sur ça qu'on travaille. Et pour rebondir, du coup, en tant que DRH, c'est exactement ça. Et c'est le rôle de la direction. Je dis de la direction. Il ne s'agit pas tant d'envoyer les collaborateurs, managers ou pas, en séminaire, hein, ça c'est très bien, mais c'est aussi de prendre conscience. Moi j'ai longtemps travaillé dans une boutique où j'avais de la Chine au Brésil. C'est sûr que les emails des Chinois ils m'arrivaient à minuit et les emails de l'Amérique m'arrivaient pour les derniers à minuit aussi. Donc c'est aussi vraiment ce qu'on met dans la culture et dans la politique d'entreprise. Tout à l'heure, vous avez posé la question en temps de réponse. C'est sûr que la Chine, à 14h pour nous, ça y est, c'est déjà 21h, ils ont fini. Donc, c'est aussi une organisation à mettre en place et cette sensibilisation vraiment d'insister sur le fait de pas forcément répondre tout de suite ou d'avoir une politique concrète parce que les chartes de droit à la déconnexion, alors ça, je les ai toutes vues signer. Mais par contre, le PDG en disant t'as pas répondu à la Chine et voilà maintenant ils ont 1 jour et demi dans les dents, je l'ai aussi entendu. Bien sûr, et c'est là que nous on intervient, c'est qu'une fois que la charte sur le droit des connexions a été mise en place et que bien sûr derrière il y a peu ou pas d'action, nous on intervient justement pour sensibiliser, former, transmettre notre savoir sur comment on peut faire concrètement pour améliorer les usages numériques au quotidien. Il est 20h05, 20h10 presque, on va devoir s'arrêter. Merci à tous pour vos interventions, merci. Pour votre écoute.
Et donc, si vous voulez lâcher votre smartphone et lire des livres, il y a Emmanuel et Jennifer qui vont les dédicacer en bas. Voilà, je fais une petite promotion, mais dans le guide défi Rien de neuf, il y a vraiment plein d'informations hyper pratiques. Et La vie dans les bois, c'est hyper drôle. Voilà, donc je vous conseille. Merci beaucoup.